Bonjour à tous, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance virtuelle d'audition des opinions qui se tient dans le cadre de la consultation publique sur le PPU des Faubourgs. Je rappelle que nos travaux et activités se déroulent en français, mais les personnes qui voudraient s'exprimer en anglais peuvent le faire. The meeting will be conducted in French, but if you wish to address the Commission in English, you're welcome to do so. Je m'appelle Isabelle Beaulieu, je suis commissaire à l'Office de consultation publique de Montréal. Je suis également la présidente de cette commission qui est aussi composée de Mme Louba Serge et de M. Éric Cardinal. Nous sommes appuyés dans nos travaux par messieurs Pierre Goyer et Reynaldo de Freitas qui agissent à titre d'analystes de la commission. Je vous remercie au nom de mes collègues et de l'Office de consultation publique de Montréal de l'intérêt que vous portez à nos travaux depuis le début de cette consultation sur le PPU des Faubourgs, et ce malgré les défis posés par la pandémie en cours. Pour nous conformer aux règles gouvernementales et aux normes sanitaires qui s'appliquent, nous entendrons toutes les interventions à distance. Au total, un total de 37 personnes, citoyennes ou représentantes d'organismes, se sont inscrites et nous les entendrons au cours de 6 séances d'audition de mémoire. La commission a reçu également une vingtaine d'interventions écrites qui ne feront pas l'objet d'une présentation orale. Ces opinions s'ajoutent à celles que nous recueillons grâce aux questionnaires et aux opinions en ligne. Nous entendrons ce soir 5 intervenants qui se sont inscrits d'avance. Nous leur avons proposé de faire leur intervention soit par téléphone, soit par visioconférence. Il est également possible d'avoir plus d'un porte-parole par intervention. Les participants connectés par ordinateur peuvent Madame Beaulieu, votre micro a été coupé par inadvertance, il semblerait. On pourra corriger au montage. Vous pouvez reprendre peut-être une minute avant. Excusez-moi, il y a eu un utilisateur qui est remonté au moment où j'essayais de couper son propre micro. Alors, je vais reprendre. Les intervenants disposent d'une seconde. Parfait. Alors, les intervenants disposent d'une période de 10 minutes pour exposer leur opinion. Ensuite, les commissaires disposeront d'une dizaine de minutes pour échanger avec eux. Enfin, la commission tient à rappeler que le climat des échanges doit demeurer serein. Je vous rappelle donc que les propos malveillants ou les interventions qui portent atteinte aux droits fondamentaux ou à la réputation des personnes est irrecevable. Merci d'avance aux intervenants que nous entendrons ce soir pour leur collaboration. Une fois la séance d'audition d'opinion terminée, les archives, vidéos ou audio des échanges avec les commissaires, ainsi que les transcriptions écrites, seront mis en ligne sur le site web de l'Office dans les plus brefs délais. Comme il est de coutume en matière de consultation publique, si pour une raison ou une autre des inexactitudes se glissaient dans les propos tenus ce soir, les représentants de l'arrondissement et de la ville pourraient user de leur droit de rectification. Ils auront 48 heures à la suite de l'envoi des fichiers vidéo et audio des présentations pour nous fournir des rectifications par écrit. Il s'agira bien entendu de rectifier seulement un fait et non pas d'émettre un commentaire ou un avis. Une fois les consultations terminées, les commissaires entreprendront l'analyse de l'ensemble des informations et des opinions reçues. Nous prévoyons terminer la rédaction de notre mémoire dans les mois à venir. C'est la présidente de l'Office, Mme Dominique Olivier, qui remettra le rapport aux élus municipaux. Ce rapport sera rendu public dans les 15 jours suivant son dépôt. Les décisions à prendre par la suite appartiennent aux élus de la Ville de Montréal. Merci de votre attention et j'invite maintenant, je n'ai pas mon papier avec moi, la coopérative du Faubourg à la Mlasse avec Frédéric Lebel et il y a 2 autres présentateurs qui vont l'accompagner. Alors, je vous rappelle les règles. Vous disposez d'une dizaine de minutes et ensuite, pour exposer votre opinion, et ensuite, nous, les commissaires, nous vous poserons quelques questions. Alors, nous, on est prêts. Quand vous êtes prêts, on vous écoute. Bonsoir. Mon nom est Frédéric Lebel. Je suis le président de la coopérative d'habitation du Faubourg Amlas, une coopérative qui a été fondée il y a bientôt 2 ans.
Donc, on a écrit un mémoire Oui, collectivement. Donc, tous les membres de la voilà. coopérative vont participer à la rédaction de ce petit mémoire-là. Donc, je vais vous le lire. Cher commissaire, le volet d'habitation du projet de PPU mentionne l'intention de l'administration municipale d'inclure sur le site de Radio-Canada un grand nombre de logements sociaux. Notre coopérative, la coopérative du Faubourg Amlas, a été fondée suite à la tenue d'une assemblée publique qui visait à recruter des membres fondateurs pour un projet de coopérative d'habitation sur le site de Radio-Canada. L'invitation à cette assemblée ayant été envoyée aux centaines de demandeurs de logements sociaux figurant sur la liste du groupe CDH et du comité Logement Ville-Marie, notre coop a donc été initiée par le milieu. De la centaine de demandeurs qui ont participé à cette première assemblée, près d'une vingtaine ont été retenus au terme de 2 rencontres pour agir à titre de membres fondateurs, représentant à la fois des personnes seules et des familles. Plus de 90% des 850 demandeurs de logement de la liste du comité Logement Ville-Marie ont exprimé une préférence marquée et affirmée pour le mode d'organisation coopératif. Cet état de fait vient démontrer aux partenaires du milieu le désir de la communauté à former une coopérative d'habitation pour s'impliquer dans leur milieu. Les efforts déployés par la population pour s'informer, s'organiser, se former et se mobiliser collectivement et démocratiquement témoignent bien de la volonté populaire de réinvestir ce site, d'où elle a été expropriée il y a maintenant 50 ans. Le nom de notre coopérative évoque d'ailleurs ce passé populaire que nous souhaitons raviver par cet exercice citoyen. Nous demandons donc à ce que la Ville soit plus sensible au processus de sélection des projets de logements sociaux, notamment sur le site de Radio-Canada. Nous sommes déçus que notre coopérative n'ait pas eu la chance d'être invitée à présenter son projet alors qu'elle est enregistrée et que ses membres s'impliquent déjà. Certains élus ont même signifié leur appui à des proches intervenants et à des membres de notre coopérative. Nous sommes confiants que pour la deuxième phase de développement du site de Radio-Canada, notre coopérative pourra être priorisée puisqu'elle est issue et portée par le milieu. Nous demandons donc à l'administration municipale que la coopérative d'habitation du Faubourg Amlas soit le prochain projet de logement social retenu sur ce site, et ce, dès la seconde phase de développement. Nous craignons que la mobilisation citoyenne s'essouffle si nous devions attendre de longues années avant que notre projet ne se réalise. Nous craignons également que la précarité des familles ne les amène à quitter Ville-Marie avant que notre projet ne puisse les accueillir. Enfin, nous sommes avides de travailler avec l'ensemble des partenaires du milieu pour bâtir un milieu inclusif afin d'assurer un succès pérenne au projet de grande coopérative. Les administrateurs de la coopérative du Faubourg Amlas. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. C'est vraiment très clair. Et moi, j'avais pas de question. Est-ce que Louba, tu as une question? Oui. Dans le mémoire et ce que vous venez de dire, vous demandez que la Ville soit plus sensible au processus de sélection des projets de logements sociaux. Peut-être que vous pourriez expliquer un peu comment ça se fait et qu'est-ce que vous aimeriez voir pour le remplacer. Peut-être finalement élaborer un peu ce point. Pour remplacer quoi exactement? Vous dites que vous aimeriez que la Ville soit plus sensible au processus de sélection des projets. Peut-être que vous pourriez élaborer, expliquer un peu comment ça se fait actuellement. Qu'est-ce que vous aimeriez comme processus? Bien, c'est intéressant que vous le demandiez parce que le processus lui-même des projets n'est pas très clair pour aucun des intervenants impliqués dans tout ça. On a serré des mains à une table de quartier le printemps dernier, puis on a eu l'appui de tous les partenaires du quartier des partenaires dans le développement. On a aussi l'appui de Robert Baudry, un appui non équivoque à notre projet. Puis c'est ça, on réalise qu'il existe, en fait, que les différents types de logements sociaux qui existent ne sont pas pris en considération dans le mode de sélection. Pour l'instant, on a seulement retenu l'OSBL, qui n'est pas un mode d'organisation démocratique. Alors que, comme on vous dit, on a une liste là, de 850 demandeurs, dont 90% au comité Logement Ville-Marie, donc des gens qui fréquentent le quartier, connaissent le quartier, voudraient revenir dans le quartier, même des descendants des familles d'expropriés. Il y a beaucoup de ces gens-là qui ont affirmé qu'ils voulaient s'impliquer dans un projet de coopérative. Donc, c'est ça. Tout ce qui a été considéré et sans consulter les autres membres ou les autres membres de cette espèce de collectif informel là, des acteurs qui voudraient développer du logement social. C'est le groupe Interloge qui a été retenu. Donc, c'est ça. On souhaiterait que MAC soit plus sensible à
ce qui représentait une affirmation là, de la population à vouloir s'organiser dans des logements gérés par la collectivité puis par le milieu. Alors, est-ce que c'est le groupe MAC qui choisit les projets parce que des subventions provinciales, municipales dans tout ça? Est-ce que ça revient finalement aux promoteurs de choisir? Dans les termes, là, puis selon la loi, ce n'est pas aux promoteurs de choisir. Dans la vente du terrain de Radio-Canada, il y a eu une entente d'inclusion pour un pourcentage dans chaque phase de développement du terrain. La vente était conditionnelle à la signature de cette entente de développement-là entre le groupe MAC et le Bureau de l'aménagement, la Ville de Montréal. Puis, c'est ça. Effectivement, on pense qu'il devrait avoir un mécanisme pour que le promoteur soit mis au courant puis entre en communication avec tous les gens qui affirment leur volonté de développer du logement social. Parce que même malgré plusieurs efforts puis l'appui de Robert Baudry, comme je vous le disais, on a eu de la misère à rejoindre le promoteur lui-même qui semble, selon ce qui se passe, avoir une préférence marquée pour les OSBL. On sait que c'est les fonctionnaires de la Ville de Montréal, finalement, qui finissent par pousser un projet ou un autre. On sait que c'est à ce niveau-là peut-être que ça se décide le plus. Sinon, on ne sait pas exactement comment les décisions sont prises. Je dois dire que ce n'est pas la plus grande transparence dans le processus actuellement. Okay. Merci. Ça fait plaisir. Merci. Éric, est-ce que tu avais une question ou ça complétait? Est-ce qu'Éric est là? Excusez-moi. Oui. Alors, non, ça va pour moi. Merci. C'est bon? Très clair. Okay. Merci. Merci, c'est bon. Alors, bien, merci beaucoup, M. Lebel. On a pris bonne note de tout ce que vous nous avez dit ce soir. Merci beaucoup. Et nous allons maintenant passer à la prochaine personne qui est M. Roch Caillouette. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui, excellent. Ça va très bien. On vous voit, moi, je vous vois, je vous entends. Okay. Pour les collègues, je sais pas. Excellent. Alors, je me présente, donc Roch Caillouette, je suis architecte associé chez Provence chez Roy à Montréal. Nous formons une agence regroupant plus de 300 professionnels œuvrant dans tous les domaines de l'aménagement et plus particulièrement dans le domaine du design urbain et de la requalification des grands sites en milieu urbain. Pour ma part, moi, j'œuvre dans le milieu du développement résidentiel depuis plus de 25 ans, ayant contribué à revaloriser plusieurs grands sites dans les quartiers centraux de Montréal, tels que ceux qu'on retrouve dans le secteur des faubourgs. À titre d'exemple, dans le faubourg des Récollets, le projet Quai de la Commune, Bessin du Havre, actuellement en reconstruction complète, et aussi le secteur de l'Institut des Sourds-Muets près du parc Jarry, donc de tous les projets Castelnau. En premier lieu, pour Provence chez Roy, il est essentiel de souligner la pertinence de la démarche de planification particulière entreprise par la Ville de Montréal et l'arrondissement Ville-Marie afin de définir la vision et les principaux paramètres de développement et d'aménagement qui guideront la transformation et la consolidation du secteur des faubourgs. À ce titre, le document de planification se distingue opportunément par son approche multidimensionnelle ainsi que le renforcement des liens du secteur avec le fleuve, le Vieux-Montréal et le quartier des spectacles. Le territoire assujetti au PPU couvre différentes réalités urbanistiques auxquelles il est essentiel d'apporter des interventions et stratégies urbanistiques adaptées. En premier lieu, le secteur des faubourgs est constitué de quartiers d'ores et déjà consolidés, principalement au nord du boulevard René-Lévesque. Le paysage urbain est marqué par la trame urbaine faubourienne du secteur Sainte-Marie-Saint-Jacques, un tissu d'immeubles résidentiels de type plex, complété par les artères commerciales traditionnelles des rues Sainte-Catherine-Est, Ontario ou Amherst. Malgré les mutations urbaines survenues depuis la seconde moitié du 20e siècle, le secteur revêt une dimension identitaire au-delà de son histoire ouvrière et ses communautés diverses. Le milieu présente toutefois d'importants enjeux d'aménagement et de développement, entre autres liés à la vitalité commerciale, la mise en valeur des immeubles d'intérêt patrimonial, l'aménagement des voies publiques et les problématiques de circulation automobile. D'autre part, le secteur comprend d'importants terrains destinés au développement immobilier et à la requalification urbaine.
Les déménagements des maisons Radio-Canada, de l'usine Molson, ainsi que les terrains sous-utilisés ou vacants du secteur offrent une véritable opportunité de revitalisation urbaine au sud du boulevard René-Lévesque, c'est-à-dire le quartier des Lumières, l'îlot des Voltigeurs, Molson, et à l'entrée du pont Jacques-Cartier avec le projet Porte-Sainte-Marie. L'environnement urbain est donc en pleine mutation. Le redéveloppement du secteur des faubourgs doit ainsi être appréhendé selon les 3 éléments primordiaux suivants, c'est-à-dire la création d'un milieu de vie complet, créant une porte d'entrée signature à l'est du centre-ville de Montréal, l'augmentation de la densité résidentielle dans les quartiers centraux et une attention portée à une transition harmonieuse entre le centre-ville, la trame urbaine traditionnelle des quartiers Sainte-Marie-Saint-Jacques et les nouveaux ensembles bâtis. Notre lecture du PPU tel que présenté nous amène à souligner un enjeu principal dans la figure ultime du développement, c'est-à-dire l'interrelation entre la densité de construction, la hauteur du cadre bâti et l'aménagement des espaces publics. C'est-à-dire réduire l'empreinte au sol des bâtiments au profit des espaces verts constitue pour nous un rôle indissociable à la définition d'un espace de vie convivial. Nous constatons que la densification résidentielle est essentielle afin de favoriser la revitalisation des espaces centraux et leur accroissement démographique. Il s'agit d'une orientation d'aménagement incluse dans l'ensemble des documents de planification en vigueur sur le territoire de la Ville de Montréal. Le secteur des faubourgs, à proximité des infrastructures de transport collectif existantes ou projetées et aux abords du centre-ville, constitue un lieu idéal pour accueillir de nouveaux logements et commerces. À ce titre, il est important pour nous de dissocier le concept de densité avec celui de la hauteur des immeubles. Par exemple, un ensemble bâti marqué par des bâtiments de grande hauteur et de larges espaces libres au sol pourra être perçu comme moins dense qu'un ensemble qui présente une hauteur moyenne avec des emprises au sol plus importantes. La perception de la densité dans l'espace urbain est aussi tributaire de l'emprise au sol des bâtiments ainsi que de l'offre en espace public et privé adjacent aux bâtiments. Dans ce cadre-ci, une densité qui s'exprime par un taux d'implantation important et une offre rare en espace ouvert peut être perçue comme non optimale et dense. Les places publiques, les rues apaisées, les parcs, les jardins, les espaces verts privatifs s'ouvrant sur le domaine public et les cheminements piétonniers permettent à une forme urbaine dense de respirer. Les espaces publics peuvent aussi contribuer à la corrélation entre le développement d'un ensemble bâti et la végétalisation des espaces urbains. La modulation des densités et des hauteurs doit par ailleurs être approchée en considérant les enjeux d'ombrage, d'ensoleillement, de ventilation. Les thèmes cités précédemment sont intimement liés à leur contexte d'intervention et doivent faire l'objet d'une évaluation spécifique pour chacun des projets. Les projets qualifiés de denses doivent ainsi éviter les effets d'ombrage non désirés tout en dégageant des espaces libres qui permettent d'assurer un ensoleillement maximal du domaine public et de rompre les effets potentiels de corridors de vent et visuels. Le projet de PPU prévoit d'autoriser des densités de construction relativement importantes sur les terrains à requalifier avec des coefficients au sol maximaux de 6 ou 7. Les paramètres proposés semblent ici concourir aux objectifs de densification résidentielle des quartiers centraux de Montréal. Toutefois, les dispositions prévues pour les hauteurs maximales en surhauteur de 45 et 65 mètres, ainsi que les normes plus restrictives applicables aux constructions d'une hauteur supérieure à 30 mètres, ne semblent pas concourir à l'intégration d'une densité aérée et agréable. Les normes submentionnées favorisent en effet l'atteinte de costes maximaux à l'intérieur de hauteurs restreintes, ce qui augmente l'emprise au sol des bâtiments, diminue la superficie des espaces ouverts, comprime la flexibilité architecturale et morphologique des projets et réduit les potentiels d'aménagement ouverts sur le domaine public. À ce titre, une limitation de la hauteur des bâtiments peut poser différents enjeux inhérents à l'intégration de logements sociaux de qualité, à l'aménagement d'équipements collectifs et une meilleure qualité des projets immobiliers. Plutôt que de moduler la densité permise à l'intérieur de hauteurs et sur hauteurs restreintes et peu différenciées, la modulation des îlots paramétriques gagnerait plutôt à favoriser l'émergence d'une morphologie urbaine associant le profil type moins haut de l'îlot montréalais typique à la trame du centre-ville et de ses tours résidentielles, ainsi que l'intégration d'espaces libres généreux et ouverts sur le domaine public. Cette modulation de la densité résidentielle permettrait l'atteinte des costes prescrits par le PPU actuel, tout en participant plus activement à l'affirmation visuelle identitaire ainsi qu'au dynamisme architectural des abords du centre-ville de Montréal.
Il est aussi à souligner différents enjeux techniques relatifs à l'amortissement des éléments constitutifs incompressibles des immeubles, c'est-à-dire les ascenseurs, les issues, les espaces techniques, etc., des enveloppes bâties lors de la conception architecturale et des coûts de construction. À ce titre, limiter les surfaces maximales des planchers en surhauteur à 650 et 750 mètres carrés, les balcons inclus dans certains cas, ne favorisent pas une efficacité souhaitée entre enveloppe et plancher utile, augmentant ainsi les prix demandés aux acheteurs et locataires. Encadré par des critères mieux définis de dégagement et d'ensoleillement du domaine public, cette augmentation des surfaces permises en surhauteur favoriserait une planification plus efficace des planchers types, se reflétant dans une meilleure abordabilité de l'offre en logement. De plus, il serait souhaitable, selon nous, d'exclure les balcons du calcul des surfaces construites maximales, telles que préconisées pour les surfaces de 650 mètres carrés en surhauteur. Ne pas le faire équivaut, à mon sens, à forcer en quelque sorte les développeurs à éliminer du fait que ça pénalise l'efficacité des projets. Ces extérieurs, pour nous, demeurent essentiels dans la qualité de l'habitat. Nous recommandons donc de reviser les aspects normatifs prévus par le PPU dans le cadre des COS maximaux applicables, de même que les normes relatives à la surhauteur, afin de permettre la réalisation de propositions architecturales misant davantage le développement de milieux conviviaux, ouverts et respirables. Le projet du PPU devrait à ce titre rehausser les hauteurs et surfaces maximales permises en surhauteur pour les secteurs à requalifier, pour les secteurs Radio-Canada, Molson, Porte-Sainte-Marie, tout en abordant la question des surhauteurs de manière qualitative par des critères d'évaluation. Et ce, tout particulièrement sur les grands axes périmétriques des grands îlots, c'est-à-dire le boulevard René-Lévesque, le boulevard Ville-Marie, l'avenue Papineau, l'avenue de Lormier et la rue Partenay, pour favoriser un développement moins en hauteur au centre des grands îlots en redéveloppement. Les rues telles que la Gauchetière, plus étroites, par exemple, gagneraient à être ainsi mieux différenciées des grands axes. Cela favoriserait de plus le développement d'une vie intérieure mieux adaptée aux besoins des résidents de ces grands îlots en redéveloppant ainsi les meilleures qualités de lumière naturelle. Pour conclure, l'adoption du PPU des Faubourgs marque une nouvelle étape de développement de l'un des secteurs névralgiques de la ville de Montréal. Le projet permettra de mieux structurer l'aménagement de l'un des principaux secteurs à qualifier aux portes du centre-ville de Montréal. Il constitue les prémices d'un quartier innovant, durable et inclusif où la densification résidentielle est corrélée avec l'ouverture du secteur vers le fleuve Saint-Laurent. Par contre, dans le cadre de leur exercice de planification, la Ville de Montréal et l'arrondissement Ville-Marie doivent mieux considérer la question des hauteurs bâties et des densités de construction. Les panoramas d'ensemble, les avant-plans et les arrière-plans qui constituent le profil du faubourg doivent être conçus afin de créer un milieu de vie identitaire qui se démarque des projets immobiliers conventionnels et plutôt uniformisants. Merci. Merci beaucoup. C'est bien clair donc de revoir ça, mais justement pour notre analyse, quand on réfléchit à tout ça, ça devrait se moduler comment? C'est-à-dire, vous voulez plus de hauteur ou plus de densité ou vraiment ça sera au cas par cas, de la flexibilité cas par cas? Dans un premier temps, ce que je cherche, c'est à établir une plus grande flexibilité, effectivement, dans le développement des différents projets, des différents îlots. Pour moi, je ne veux pas augmenter la densité, justement. C'est pour ça que je parle de différencier la densité de la hauteur des bâtiments. Comme je disais dans mon document, le fait pour une même densité de construire moins haut implique nécessairement qu'on va avoir un pourcentage d'implantation qui va être beaucoup plus grand. De permettre de monter à certains endroits plus haut et d'augmenter légèrement les surfaces construites. Là. Mettons, on parlerait peut-être d'aller jusqu'à 850 mètres carrés plutôt que 750, d'avoir des hauteurs qui pourraient se rapprocher plus du 80 mètres, qui est déjà présent d'ailleurs dans une des portions du site plus à l'est, sur le site de Radio-Canada, entre autres. Ça permet de baisser d'autres endroits sur le site, puis même à la limite d'ouvrir les espaces intérieurs des îlots sur le domaine public. J'ai plusieurs projets à mon actif où c'est même une espèce de façon de faire qu'on a développé ici chez Provencher-Roi, c'est de favoriser aussi que les espaces qui sont normalement à l'intérieur des îlots, on puisse les ouvrir sur le domaine public. C'est-à-dire qu'ils demeurent privatifs, demeurent à l'usage privé des résidents, mais par contre, du fait qu'ils sont ouverts sur le domaine public, mais ils participent à l'espace public puis à
disons, à l'aération ou du moins à l'ensoleillement de l'ensemble. Mais pour faire ça, il faut arriver à moduler l'architecture, moduler un peu l'implantation. À certains endroits, on monte plus haut, les endroits qui vont projeter, évidemment, en considérant finalement qu'on va projeter moins de rondes à certains endroits, mais dégager ailleurs. Tu sais, mon exemple de la rue La Gauchetière versus la rue, c'est-à-dire le boulevard Ville-Marie et le boulevard René Lévesque. Donc, construire plus haut au périmètre pour descendre plus bas au centre, on se trouve d'une certaine façon à, qualifier d'une façon plus claire les rues secondaires versus les rues principales ou les grands boulevards, et en même temps créer des lieux plus intimes, si on veut, au niveau des intérieurs des îlots. D'accord. Et puis, mais donc, c'est vraiment au cas par cas, là. Oui, tout à fait. Je pense que, en fait, là, c'est que les cas par cas, je veux dire, moi, je vois ça comme dans chacun des grands projets. Tu sais, on dit il y a le projet Radio-Canada, le projet Molson, puis le projet Porte-Sainte-Marie. Donc, quand on dit cas par cas, je les vois comme ça quand même dans des ensembles. Mais il reste aussi qu'il y a plusieurs intervenants, plusieurs architectes ou plusieurs développeurs urbains ou dans le cas de Radio-Canada, il y a 2 développeurs et deux firmes d'architectes différentes qui sont appelés à travailler, en plus de ceux qui vont développer le logement social. Donc, c'est sûr qu'au fur et à mesure que les projets se développent, il se crée des nouvelles opportunités. Le langage, ou du moins les solutions architecturales apportées par les uns, devraient nécessairement influencer les autres qui vont venir après. Fait que c'est quelque chose qui est en mouvement. Je pense que c'est quelque chose qui doit être ouvert aux trouvailles qui vont arriver au fur et à mesure du développement des secteurs. D'accord. Et fait, donc, c'est parce que dans votre document, vous nous dites vous êtes pour, on est près du centre-ville, pour une bonne densité quand même, oui, mais tout à fait. bien modulée. Oui. Mais dans le PPU, on abaisse les densités du site de Radio-Canada. À et donc, 6, oui. Oui, on était à 12, on descend à 6. Bien, on est d'accord avec le 6 aussi, tout à fait. Là. Ça, ce n'est pas un problème. C'est pour ça que je vous dis que la densité à 6, c'est très bien, mais c'est juste qu'il faut arriver à faire en sorte que, vu qu'on veut faire moins dense, on le voit bien, c'est dans les documents du PPE qu'on veut passer de 12 à 6 et donc on veut dédensifier, si on veut rendre ça plus ouvert. Mais si au bout du compte, on se trouve à tout mettre ça, si on veut, en limitant les hauteurs, mais d'office, on va créer quelque chose de dense. Si on prend un site avec une densité de 6 et qu'on fait, mettons, un pourcentage d'implantation de 50 %, automatiquement, on est à 12 étages. Donc, pour moi, c'est très dense. Puis, un 50 % d'implantation, à mon sens, c'est un maximum qu'on devrait viser pour laisser suffisamment d'espace intérieur. Donc, d'office, on voit qu'il faut moduler, puis il faut permettre de baisser vraiment davantage de certains endroits pour monter ailleurs. D'accord. Voilà. Merci. Moi, ça fait le tour. Est-ce que, Éric, tu as une question? Oui, une question de précision, et c'est peut-être l'œil non initié d'une personne qui n'est pas architecte ou urbaniste, là, mais dans l'une de vos recommandations, vous dites que, je comprends que vous voulez plus de flexibilité, une approche plus discrétionnaire, mais en même temps, vous demandez que le projet de PPU prévoit des des critères d'encadrement qui pourraient être davantage précisés. Pouvez-vous expliquer? En fait, c'est que les préciser, ça veut dire, c'est je dirais pas, ce qu'on voudrait, c'est que ça soit moins normatif, mais plus qualitatif, d'une certaine façon. Quand on dit normatif, on dit, le bâtiment, il ne faut pas qu'il fasse plus que telle hauteur, qu'il ait plus que telle superficie. Moi, je pense qu'il faut plus arriver avec des critères de normalisation en termes d'éclairage, d'ensoleillement, d'ouverture sur l'espace public. Donc, c'est plus à ce niveau-là qu'on arrive avec une qualité architecturale que nécessairement juste de limiter le développement en hauteur. C'est plus à ce niveau-là que je chercherais à développer davantage les critères, si on veut, ou de pouvoir, si on veut, de donner la souplesse du développement tout en encadrant le tout dans des valeurs ou des critères qualitatifs le plus précis. Plutôt que normatif. Exactement, c'est ça. Encore une fois, le normatif demeure. Quand on dit qu'on a une densité de 6, c'est déjà un élément majeur. Avoir des hauteurs maximales qu'on souhaite, évidemment. On ne veut pas aller à 120 mètres, on n'est pas le centre-ville, évidemment, mais quand même de se donner un peu une possibilité de moduler davantage, donc de permettre d'avoir un 80 mètres de hauteur plutôt que de limiter ça à 65 et 45 mètres. Je pense que ça sera avantageux pour la qualité d'ensemble des différents îlots qui sont à développer. Merci beaucoup. Louba, est-ce que tu as une question? Oui, c'est vraiment simplement une précision en termes de gestion de cette flexibilité. Vous parlez d'une approche qualitative multidisciplinaire.
qui serait partagé par les décideurs publics, promoteurs, société civile. Exact. Est-ce que vous parlez d'une nouvelle instance ou c'est vraiment le CCU? En fait, c'est à partir du moment que tous les critères, en tout cas que le PPU devient un peu le projet de base. Ce qu'on entend évidemment quand on parle de décision, on parle évidemment entre les membres du CCU par la procédure du PIA, évidemment, conseil d'arrondissement, les professionnels des arrondissements avec lesquels on travaille. Moi, tous les projets que je fais, là, ça fait, disons, l'objet d'intenses négociations à chaque fois, la façon que, autant au niveau de la façon qu'on s'implante sur le site, les respects des règles d'urbanisme, évidemment, et de zonage, mais aussi de la qualité architecturale qui est apportée. Donc, c'est déjà des éléments qui sont très négociés d'une certaine façon. Donc, moi, je pense que les instances qui sont là actuellement sont très à même là, de juger de la pertinence des projets et de la qualité des projets. Mais en même temps, ça prend une certaine souplesse, encore une fois. Là, mais la souplesse, c'est autant pour les professionnels de l'arrondissement que pour les professionnels qui seraient amenés à pouvoir apporter peut-être des fois des solutions imaginatives, là, tout en étant dans le contexte, là, évidemment, du PPU là, qui limite le degré d'intervention dans les projets. Comprenez-moi bien que les contraintes, moi, j'ai toujours trouvé que c'était un élément important, puis même stimulant dans un projet. On ne veut pas faire, il n'y a personne qui veut faire une œuvre architecturale unique ou des choses comme ça. On s'insère dans des milieux urbains constitués. Puis le fait là, de laisser quand même une certaine ouverture, là, puis une espèce de plasticité, si on veut, possible là, dans le développement du projet au fur et à mesure, parce que quand moi j'entends un projet, j'entends le projet d'ensemble, évidemment, qui va être constitué d'une série d'interventions. Je pense que c'est à l'avantage là, du projet final. Là. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Donc, on reprend. Donc, bonsoir. Nous avons maintenant avec nous Mme Manon Massé. Et puis, nous sommes prêts à vous entendre. Nous avons lu le mémoire que vous avez déposé. Et puis, bien maintenant, la parole est à vous. Merci beaucoup. Et on me dit que j'avais une dizaine de minutes, n'est-ce pas? Oui. Bon. On a du temps, c'est bon. Bon, c'est parfait. Alors, je vais mettre ma minuterie. Vous savez, à l'Assemblée nationale, on a été enligné sur le temps qu'on a. On ne peut pas le dépasser. Donc, je vais essayer d'être fidèle à cela. Excusez-moi, je ne m'attendais pas à tout de suite commencer, donc je n'avais pas fait mes petits aménagements. Oh, c'est bon. Prenez votre temps. Là. Nous aussi, c'est notre première commission virtuelle. Alors, on prend notre temps, puis on laisse tout le monde arriver, et puis s'installer, et puis pour le moment, ça va. Bon, c'est parfait. Merci, Mme Beaulieu. C'est vraiment gentil de votre part. Alors, permettez-moi d'entrée de jeu de vous saluer tous et toutes. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir. En fait, j'ai participé à la ou à la première consultation, devrais-je plutôt dire, au niveau du PPE des Faubourgs. Et je suis très heureuse lorsque j'ai lu le projet. J'étais très heureuse de voir que moi aussi, ce que j'avais entendu durant la première phase de consultation, comment vous vous êtes inspirés, les gens qui ont rédigé ce qui est devant nous aujourd'hui, comment ils ont été à l'écoute. Et ça, ça me rassure toujours dans des processus de consultation. Et bien sûr, l'OCPM a quand même ses lettres de noblesse. Et je pense qu'encore une fois, dans cette première phase de consultation, vous avez été à hauteur et les gens qui nous ont fourni le PPU ont su être à l'écoute. C'est d'ailleurs très représentatif de ma circonscription. Les gens aiment leur secteur, aiment leur coin de pays et par conséquent veulent y mettre leur couleur, veulent s'assurer d'être entendus. Et je pense que les participations de la première phase nous démontrent vraiment cet intérêt-là. Puisque vous avez lu mon mémoire, en fait, je pense que la partie échange sera certainement la plus riche. Mais j'aimerais, d'entrée de jeu, peut-être mettre
le doigt ou le focus sur les éléments qui m'apparaissent les plus importants. Dans un premier temps, j'ai trouvé important à cette étape-ci de rappeler le rôle de la gentrification dans notre secteur. C'est sûr qu'il y a de grands développements qui s'en viennent, mais déjà, le Centre-Sud, le secteur des Faubourgs, Sainte-Marie, déjà est un espace dans ma circonscription qui a vécu des changements importants dans les, je dirais, tout dépendant, en fait, depuis toujours, mais particulièrement, je dirais, dans les 20-30 dernières années. Et c'est sûr que la gentrification, ben, il y a toutes sortes de façons de le voir. Et ce que j'entends quand je suis sur le terrain, c'est la grande préoccupation de mes concitoyens et concitoyennes, la peur même qu'ils ont de se voir départis de leur milieu de vie, d'un milieu qui leur ressemble. Et donc, par conséquent, je trouvais important de venir me faire écho de leur voix auprès de vous ce soir. Mais pour rappeler que, vous savez, pour moi, il n'y a pas les méchants gentrificateurs qui viennent envahir la circonscription. Il y a plutôt des gens qui y habitent depuis très longtemps, sont même nés là. Et il y a des gens qui sont désormais capables de s'acheter un condo et ont la possibilité de le faire, notamment dans le centre-sud. Et donc, moi, ma grande préoccupation et que j'entends chez mes concitoyens, c'est « ouais, mais on ne veut pas, nous, être exclus du développement de ce secteur-là, puisqu'il nous ressemble, il est comme nous, on est comme lui, bon, on s'est construit avec le temps. » Alors donc, dans ce sens-là, je pense qu'il y a vraiment une importance sur les réglementations qui vont permettre une plus grande cohabitation entre les gens qui sont là depuis toujours et ceux et celles qui vont y arriver parce qu'ils auront enfin la possibilité de s'acheter un petit condo, un espace pour vivre. Et là-dessus, je veux assurer la ville parce que pour moi, souvent, on pointe la ville quand on parle de gentrification. Je pense que la ville de Montréal a fait déjà des bons gestes, a posé des bons gestes en matière de réglementation, que ce soit au niveau de des rénovations, les agrandissements au niveau des logements, au niveau des Airbnb, d'avoir essayé de limiter le dégât, si je peux me permettre. Mais je pense que maintenant, Québec doit être au rendez-vous. Premièrement, c'est sûr qu'il y aurait quelque chose de fondamental, mais je ne m'attends pas à ça du gouvernement en place, c'est de revoir toute la fiscalité municipale parce qu'elle induit justement le fait que la façon de pouvoir se financer pour une municipalité, c'est de lever des taxes foncières. Alors donc, mais disons que ça, c'est le grand rêve, revisiter la fiscalité au niveau pour le soutien financier des municipalités. Mais entre-temps, il y a des choses très, très concrètes qui peuvent être faites en termes puis on a plein d'idées, là, mais en termes de taxation, en termes de registre de baux. Et dans ce sens-là, ben, j'assure la ville que je vais travailler dans ce sens. Je vais continuer de travailler dans ce sens-là et on va continuer de travailler dans ce sens-là parce que je sais que la ville est tout aussi préoccupée de moi de voir un développement sain, je dirais, de ce secteur-là. Alors, moi, je vais me battre de mon côté pour m'assurer qu'il y ait plus d'argent dans le programme d'Accès Logis pour nous assurer du développement encore plus grand que la mesure qui est déjà en place du 20-20-20 de logement social. Je vais continuer de mon côté à me battre pour un registre des baux tant au niveau du logement, mais aussi au niveau commercial, puisque c'est rendu qu'une boulangerie n'arrive même pas à se louer un local dans ce coin-là pour pouvoir nourrir les gens autour parce que c'est
inaccessibles financièrement. Alors, il y a là une piste qui nous apparaît prometteuse, ne serait-ce que de transmettre l'information d'une génération de locataires à l'autre. Et bien sûr, notre grand projet à Québec solidaire de mieux encadrer les plateformes touristiques comme Airbnb parce que dans les faits, ils enlèvent à la population et surtout dans les quartiers centraux comme le nôtre, la possibilité aux gens d'avoir un logement et de pouvoir l'occuper à prix abordable. Fait que je voulais porter particulièrement votre attention à ça, mais en nous rappelant que la Ville a pris plusieurs responsabilités et que je pense que le gouvernement du Québec maintenant doit répondre présent pour assurer à mes concitoyens que oui, bien sûr, il y aura du développement. Bien sûr, il y a le programme du 20-20-20 qui va permettre une mixité sociale, mais aussi qu'il y aura des gestes qui sont posés par le gouvernement du Québec en matière de développement d'unités accès logis pour nous assurer que les grandes familles, par exemple, vont pouvoir trouver un logement dans le centre-sud. L'autre élément que je voulais porter à votre attention, parce qu'il y en a plusieurs, mais c'est la question de la sécurité alimentaire. Je pense qu'encore là, lors de la première phase de la consultation, c'était pas mal l'angle mort de cette consultation-là, dans le sens où il faut être en mesure, dans un périmètre comme celui qui est en redéploiement présentement, celui qui est à l'étude présentement, là où jeunes familles, personnes seules, monoparentales, nouveaux arrivants, personnes vivant avec des limitations, tous ces gens-là habitent dans ce secteur-là et même si, disons, le revenu moyen a augmenté dans les dernières années, s'il y a eu une gentrification, ben, ça ne fait pas que les gens qui, à la base, eux, ont besoin d'un soutien alimentaire, ben, leurs besoins vont avoir changé. Alors, donc, dans ce sens-là, j'invite vraiment le déploiement du programme particulier d'urbanisme à tenir en compte de la grande nécessité dans ce secteur-là de voir apparaître des équipements collectifs au niveau alimentaire. Et d'ailleurs, je tiens à dire d'entrée de jeu que je sais qu'il y a une des tables très importantes dans notre quartier qu'on appelle la table Cigale, qui viendra vous déposer un mémoire et je vous invite, parce qu'on l'appuie complètement, je vous invite à y porter attention parce que c'est un angle qui n'était pas là dans la première consultation. Bien sûr, je pourrais vous parler largement du village, mais puisque je me suis dit que certainement vous alliez avoir des questions, que ça me fera plaisir d'y répondre et à n'importe quelle de vos questions, il me fera plaisir d'y répondre. Merci beaucoup, mais si vous voulez dire 2 mots sur le village, on a le temps parce que votre mémoire était très claire. Moi, je n'ai pas de questions, donc si vous voulez compléter à ce que vous vouliez dire sur le village, il n'y a pas de problème. Merci, j'adore ça. Écoutez, le constat depuis longtemps, moi, c'est en 2018 où, après avoir été député de la circonscription pendant 3 ans, j'en suis arrivé au constat qu'il fallait vraiment donner un coup de barre pour le village parce que le village LGBT vit de grandes transformations depuis quelques années, l'environnement de même. Et donc, j'ai réuni tous les acteurs du milieu pour qu'on se mette en mode réflexion sur comment on allait donner un second souffle à cet endroit qui est si symbolique pour l'ensemble de nos communautés LGBTQ+. Pas juste nos communautés résidentes ici à Montréal, mais sur l'ensemble du Québec. C'est d'ailleurs pourquoi l'année suivante, en 2019 de mémoire, j'ai fait adopter à l'Assemblée nationale une motion par l'ensemble des parlementaires qui reconnaît le caractère particulier du village LGBT de Montréal, un lieu de refuge et d'émancipation pour l'ensemble des personnes à travers le Québec. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a vu arriver un nouveau souffle
avec des nouveaux acteurs à la SDC du village qui vient d'accoucher, si je peux me permettre, d'une étude fort intéressante, une étude ethnographique qui vient exactement mettre le doigt sur ce que nous devons faire si nous voulons redonner les lettres de noblesse à ce village qui, dans les faits, est le plus grand village LGBT à travers le monde. Parce qu'au Québec, ça fait déjà des décennies qu'on a ce lieu de refuge-là, qu'on a cet espace qui nous appartient collectivement. Et quand je dis nous, ben, vous comprendrez que je m'inclus vraiment dans les communautés LGBTQ+. Et donc, avec le nouveau leadership, avec l'étude ethnographique qui vient d'être déposée, ben, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une réelle volonté chez les différents acteurs de redonner un souffle. Bien sûr, avec l'arrivée du redéploiement de ce secteur-là, la nécessité aussi de s'affirmer comme lieu pour les personnes des communautés LGBTQ+, mais aussi avoir une offre qui est intéressante, bien sûr pour nos communautés, mais aussi pour n'importe quel centre-ville comme l'est le village LGBT du village de Montréal. Alors donc, dans ce sens-là, beaucoup de volonté, je vous dirais, le cœur battant pour moi, depuis les années où je suis là, le cœur battant du village qui est absent et dont nos communautés, on s'est battu longtemps pour le voir apparaître, c'est d'avoir un espace communautaire, un espace, pas un espace de consommation, mais vraiment un lieu à vocation communautaire qui permet le culturel, le lieu de rencontre, qui permet l'enrichissement de nos communautés dans nos cœurs et dans nos âmes. Et ce centre communautaire-là, ben, il est en déploiement présentement. Maintenant, il faut qu'on lui trouve son enracinement dans le village pour être en mesure de mettre le cœur battant à l'intérieur de cette artère, parce que le village, on parle bien sûr de l'artère Sainte-Catherine, mais pour nos communautés, quand on parle du village, ben, ce n'est pas juste une rue, c'est aussi tout l'environnement. Et je pense qu'il y a là une belle opportunité avec le nouveau leadership de la SDC du village, avec le travail collectif des gens qui sont autour de cette table-là, de faire en sorte que les réels problèmes soient pris à bras-le-corps. On ne se le cachera pas, là. Il faut adresser la question de la cohabitation, de l'itinérance, la santé mentale, la toxicomanie, la délinquance, etc. Mais pas pour les exclure, mais pour trouver une place pour faire en sorte que bien sûr, notre village retrouvera ses lettres de noblesse. Fait que voilà, je vous laisse mon cri du cœur. Parfait. Bien, c'est bien clair, c'est bien articulé, c'est bien précis. Alors, ben, je vous remercie beaucoup. Louba ou Serge, Louba ou Éric, est-ce que vous avez des questions ou c'est clair? Bon, ça va, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Mme Massé. Merci. Alors, écoutez, c'est moi que vous remercie. Merci. Je vous remercie, puis merci à tout le monde qui travaille sur ce dossier de PPU, y incluant la ville, les fonctionnaires, bien sûr, mais les gens de l'OCPM aussi. Puis, on a bien hâte de vous lire à la fin. Oui, merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci. Rinaldo, tu m'entends? Parfaitement. Est-ce que nous avons la prochaine participante ou c'est la pause? Là, je suis un peu mélangée dans notre C'est la horaire. pause. C'est la pause. Alors, donc, les prochains participants, ça serait à 20h35. Donc, si les participants se connectent avant, je vous préviens. Sinon, on garde l'horaire. Alors, bonsoir. Nous venons de demander à Mme Fauteux de tout refermer, mais c'est au tour de Mme Fauteux. Alors, je vais demander à Mme Fauteux de bien se joindre à nous en ouvrant la caméra et en ouvrant le micro et en mettant sa présentation à l'écran puisque nous sommes prêts pour recommencer
la deuxième partie de la séance et on est prêt pour écouter Madame Maude Fauteux. Quand vous êtes prête, on est là, on est à votre écoute. Parfait, merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez dit, je m'appelle Maude Fauteux. Moi, dans le fond, je parle au nom de la coopérative Faubourg Québec, qui est située sur la rue Harmonie, donc au 20, 60, 70 et 80 rue Harmonie, mais aussi pour d'autres résidents qui sont sur la rue Harmonie, avec lesquels on s'est rassemblés, on a discuté un peu des inconvénients, des préoccupations qu'on avait par rapport à un projet immobilier qui va être construit à côté de notre coopérative, vraiment collé, très près. Donc, c'est ça, il y a la coopérative Prince-Georges et aussi d'autres résidents de la rue Harmonie. On est aussi appuyé par la Société éco-citoyenne de Montréal, le mouvement Centre-Sud debout et le groupe d'intervention Sainte-Marie-Légis. Donc, pourquoi je vous présente ce projet-là aujourd'hui? C'est qu'on est un peu dérangé par le fait que Projet Montréal ne respecte pas ses engagements en donnant un avis favorable à la démolition du bâtiment qui est à côté de nous et à la construction du projet immobilier qui s'en vient. Pourquoi? Parce que les principaux engagements sont de verdir la ville et de contrer les îlots de chaleur, de mettre en œuvre une politique complète d'abordabilité durable et d'exproprier après un certain temps d'inoccupation les propriétaires qui entretiennent... excusez-moi, je ne vois pas bien mon PowerPoint à cause des images. OK. Je ne sais pas, je peux-tu fermer ça? OK, parfait, super. Qui entretiennent mal les bâtiments dont ils ont la charge ou qui les laissent se dégrader. Nous, ce qu'on aimerait, évidemment, on est des grands rêveurs, mais ce qu'on voudrait absolument, ce serait plutôt que cet espace-là soit un espace vert, que ce soit un parc, un terrain de jeu ou un jardin communautaire, sachant que dans le quartier, il y a déjà 2 CPE et une maison des jeunes. Ça, c'est en premier lieu. En deuxième lieu, c'est pour répondre à l'engagement d'abordabilité durable. C'est que ce soit un logement social, donc une coopérative d'habitation, un HLM, avec des dimensions qui respectent le voisinage. Et aussi, on est préoccupé par la coupe, parce que ce projet-là veut couper un majestueux peuplier deltoïde. Donc, ce qu'on aimerait, ça serait que ce peuplier soit conservé et qu'il y ait des bandes vertes sur les côtés et à l'avant de l'immeuble. Je vous présente un peu le projet. Donc, le projet actuel est collé sur les immeubles avoisinants avec une distance d'1,50 m seulement. C'est moins que le 2 mètres de distance qui est demandé en ce moment entre les humains. Aussi, donc, va favoriser une augmentation des îlots de chaleur. Il va y avoir une perte d'ensoleillement et d'aération. Lors des consultations, on nous a dit qu'il n'y aurait pas de perte d'ensoleillement étant donné qu'il y a le mur de la Grover qui est derrière nous, mais c'est mal connaître la ville parce que la ville, le nord, l'est et l'ouest ne marchent pas comme un quadrilatère. Donc, le nord n'est pas vraiment dans le même sens que la rue Harmonie. Et aussi, le projet va occasionner une perte d'intimité parce que les murs vont être vraiment collés sur le bâtiment. Donc, je vous montre le bâtiment actuel. Donc, en ce moment, il y a quand même un espace là, entre notre coopérative et le bâtiment qui est là. Et il y a aussi David Bercier qui est derrière. Donc, il y a son bâtiment derrière ici. Il y a un espace où il peut aller à sa demeure. Et ce qui va arriver en ce moment avec le projet, c'est qu'il y aura un petit espace pour se rendre et le bâtiment va complètement cacher son appartement qui est derrière. Donc, je voulais montrer déjà une problématique qui est dans notre quartier. On s'entend, on est dans le centre-sud, dans Ville-Marie. Donc, les îlots de chaleur urbains sont assez présents autour du 20-80 rue Harmonie.
Donc, l'idée de construire un autre bâtiment de 3 étages ne va pas venir aider au problème, va plutôt l'empirer. Si on regarde dans notre quartier, simplement sur la rue Harmonie, qui est une toute petite rue, qui est située entre Ontario et qui termine à Rouen, il y a déjà 4 projets de condos. Donc, genre, un en face de chez nous, il y en a un qui est en train d'être construit. Le projet qui est prévu va être à côté ici. Il y en a un autre que j'ai oublié de mettre sur la carte ici, mais au coin La Rivière, qui va être construit après celui-là. Et il y en a déjà 2 qui sont en haut de la rue Harmonie, au coin rue de Rouen. Donc voilà, ça c'est une de nos préoccupations. Et la préoccupation majeure, c'est la coupe du peuplier ici. Donc, je vous en reparle plus tard, excusez-moi. Donc, c'est ça, je vais vous en parler dans l'historique des consultations. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le bâtiment qui est à côté de notre coopérative a été acheté par les frères Scalia en décembre 2017. Et dans les procès-verbaux là, du comité consultatif d'urbanisme, on dit que l'expertise d'ingénierie structurelle a été réalisée en octobre 2019. Donc, nous, notre question, c'est pourquoi la Ville ferme les yeux sur le fait que les propriétaires ont délibérément laissé le bâtiment se détériorer. Donc, on s'entend qu'en 2017 et 2019, il y a 2 ans, et pour avoir déjà parlé et avoir visité les voisins en 2017, le bâtiment n'était pas comme ça. Il n'y avait pas de dégâts d'eau, tout ça, de dommages aussi graves. Par rapport à la consultation, donc le 14 mars 2019, il y a eu un comité consultatif d'urbanisme. Dans ce comité-là, il disait que le gabarit et la matérialité permettaient une intégration adéquate au contexte de la rue Harmonie. Notre regroupement n'est pas d'accord avec cet argument. Donc, ça ne vient pas du tout respecter les besoins, les préoccupations des citoyens, la demande de logement social, la qualité de vie. Donc, le projet vient vraiment nuire à la qualité de vie. Malheureusement, le CCU a donné un avis préliminaire favorable à l'unanimité. Ils ont demandé une révision architecturale et demandé un rapport pour assurer la survie de l'arbre. Donc, le 8 août 2019, il y a eu le rapport demandé de l'ingénieur en foresterie Ariane Généreux-Tremblay. Ce rapport-là a été commandé par les propriétaires. Donc, ils disent que l'arbre est en bonne santé, âgé d'environ 80 ans, pour une espérance de vie de 100 ans. Dans la présentation qui nous a été montrée en juillet dernier, on disait par contre dans le milieu urbain 125 ans. Donc, c'était pas vraiment précis. Et donc, ils ont évoqué aussi que il y a besoin d'une distance minimale de 12 mètres, donc il y a une coupe d'arbres qui est recommandée par l'ingénieur. Ici, nous, ce qu'on se demande, c'est pourquoi ne pas demander un rapport indépendant, pourquoi les résultats aussi sont confidentiels et nous questionnons l'estimation de l'espérance de vie de cet arbre. Il n'y a eu aucune objection du CCU à l'abattement du peuplier deltoïde. Ensuite, le 23 octobre 2019, plusieurs citoyens se sont présentés au comité d'études des demandes de démolition. Les commentaires exprimés, c'était la volumétrie trop imposante du projet. Les gens disaient que le projet ne s'intègre pas bien dans le quartier, il nuit à la qualité de vie des résidents du quartier. On demandait aussi d'inclure davantage d'espaces verts et on s'inquiétait de l'augmentation des îlots de chaleur. Donc, le demandeur a été appelé à soumettre un projet de remplacement révisé. Lors du 13 février 2020, donc la coupe du peuplier était maintenue. Ils ont décidé de remplacer par 4 arbres avec des arbustes et des haies de cèdre.
Ici, ce qu'on se demande par contre, est-ce que ces arbres vont vraiment survivre avec l'ombre que le bâtiment va amener? Vous pourrez voir un peu, ça c'était les commentaires qu'on avait soumis en 2019. Pourquoi je vous les mets? C'est parce que les mêmes commentaires ont été soumis en juillet et on sent que nos critiques, nos préoccupations n'ont pas vraiment été écoutées. En juin 2020, j'ai discuté avec Sophie Moserol au téléphone par rapport à notre proposition d'acheter le terrain. Elle disait que c'était trop dispendieux pour la ville de racheter le terrain. Elle indique aussi qu'il n'y a pas de levier pour empêcher la coupe du peuplier et la construction du bâtiment. Le 15 juin 2020, on avait les mêmes commentaires qu'en octobre 2019. Et étant donné que c'était une web diffusion, les commentaires ont été lus, mais pas répondus. Puis il n'y avait aucune possibilité de débattre puisque c'était une web diffusion. Ce que je vous félicite aujourd'hui, on a la possibilité de discuter. Et je me dis, si une telle démarche est possible de faire, pourquoi on ne peut pas assister, faire une réunion Zoom comme ça dans les comités d'études de démolition? Pourquoi les commentaires se font à l'écrit et on ne peut pas avoir la possibilité de reposer de questions? À chaque fois, l'article 16 du règlement sur la démolition d'immeubles est invoqué, mais à notre avis, le projet ne respecte pas la qualité de vie du voisinage et les besoins de logement dans les environs. Finalement, donc à la fin septembre, mes collègues ont rencontré à nouveau Sophie Moserol, qui disait que le projet respecte les règles d'urbanisme. Nous, on a demandé d'avoir accès aux résultats du rapport de contamination et aussi, on a demandé une étude d'ensoleillement. Donc, le 26 octobre dernier, on a eu une autre rencontre. Le promoteur menace de retourner au projet initial et d'invoquer une urgence de démolition. Et il n'est pas possible d'avoir accès aux résultats du rapport de contamination. Donc, nous, notre questionnement, c'est pourquoi un tel manque de transparence? Pourquoi on ne peut pas avoir accès aux informations demandées et aussi pourquoi on vit ce chantage-là, dans le fond, face à nos préoccupations qui, à notre avis, sont légitimes. Voilà, c'était ma présentation. Alors, merci beaucoup. C'est très clair et bien détaillé. Je passe la parole au commissaire. Est-ce que, Éric, vous avez une question? Oui, certainement. Donc, merci beaucoup. Bonsoir. Nous, notre commission ne se prononce pas sur des projets précis, comme vous le savez. Donc, on a fait un rapport sur un projet de programme particulier d'urbanisme, le PPU des Faubourgs. Donc, la question toute évidente là, par rapport à ce que vous venez de nous présenter, quelles seraient vos attentes à l'égard du PPU? Quelle sorte de mesures dans un programme particulier d'urbanisme pourraient être insérées pour tout d'abord, répondre à vos préoccupations? Oui, parfait. Bien, une des préoccupations, c'est qu'il y a un manque d'espace vert, donc dans Ville-Marie. Puis qu'il y ait vraiment une limite, dans le fond, qu'il y ait une limite de projets immobiliers qui peuvent être construits dans un secteur. Donc, de favoriser les espaces verts ou le logement social. Aussi, qu'il y ait plus de réglementation par rapport à l'abandonnement de bâtiments. Donc, on voit que depuis 2017, le logement a été abandonné. Puis, c'est un argument qui fait en sorte que le promoteur peut dire « Ah, bien, on démolit l'immeuble parce qu'il n'est pas récupérable. » Alors que c'est clairement le promoteur immobilier qui l'a laissé se désagréger. Puis, ce que je trouve déplorable, c'est qu'on n'a comme pas d'emprise sur ça pour reprendre le bâtiment ou empêcher la construction. C'est comme si c'était accepté, puis il n'y avait aucune chose qui pouvait être faite. OK. Peut-être une question sur, vous parlez d'abordabilité durable.
Pouvez-vous m'expliquer ce que c'est exactement? Pour moi, en fait, c'est le fait que les logements soient accessibles. Donc, c'est la hausse des loyers, c'est ça, c'est le logement, qu'il y ait plus de logement social. Parce que, bon, en ce moment, c'est plutôt des condominiums qui sont habités. Puis on dit, il faut du logement, mais en même temps, c'est pas du logement qui est accessible à tous. Donc, de conserver un taux, là, un niveau de logement abordable dans le quartier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que, Louba, tu avais d'autres précisions ou c'est bon? Oui, j'avais une petite question. Vous savez, vous êtes rentré dans le détail du projet qui est en voie de développement, mais vous avez aussi mentionné qu'il y avait 4 autres projets de condos sur votre rue. Est-ce que ça a tout été des démolitions, reconstructions ou ça, je ne sais pas s'ils sont là depuis très longtemps? Peut-être. Bonne question. En fait, le condo qui est devant chez moi, oui, ça a été un projet de démolition. Avant, c'était une pizzeria qui était là. Donc, la pizzeria a été vendue, puis ça a été démoli. Puis, la même chose pour les deux sur la rue Harmonie, au fond, près de la rue de Rouen aussi, ça a été... ça, je ne peux pas m'avancer par contre, mais il me semble que oui, il y a eu une démolition à gauche. Et ensuite, l'autre projet qui s'en vient, c'est un terrain vacant. Donc non, ça va être une construction. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Ça conclut pour cette présentation. Merci beaucoup pour avoir participé à notre consultation. Alors maintenant, Reynaldo, est-ce que nous avons avec nous Mme Tanguay? Oui, Mme Élise Tanguay avec nous. Donc, on peut maintenant passer, quand Mme Tanguay sera prête. Prenez votre temps, là, on est correct. Donc, Mme Élise Tanguay pour l'organisme Utile. Oui, bonjour. Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous. Merci d'avoir organisé ça. C'est vrai que c'est le fun de pouvoir échanger. Donc, je suis ici pour vous parler de l'unité de travail pour l'implantation de logements étudiants que vous connaissez peut-être. Donc, c'est sûr que je vais me concentrer sur le volet habitation et tout particulièrement sur la question du logement étudiant. D'abord, on tenait à souligner le fait qu'il y a une reconnaissance explicite du fait que le quartier des Faubourgs est stratégique en termes de secteur pour la population étudiante, puisqu'il y a la proximité avec plusieurs institutions d'enseignement, notamment les 3 grosses universités au centre-ville, mais également plusieurs institutions collégiales donc, qui sont facilement accessibles en transport en commun ou même à pied. Cependant, on a quand même des insatisfactions, des inquiétudes, puis on voulait vous les partager aujourd'hui. Peut-être que vous savez, mais l'UTIL a été créé d'abord un peu en réaction à le PPU qui avait eu lieu dans le quartier latin en 2012. Donc, il y avait une volonté de la part de l'UTIL, qui est un OBNL, de mettre de la pression, puis de faire des représentations pour qu'il y ait du logement étudiant dans le quartier latin, puisque c'est justement le quartier de l'UQAM, un quartier central pour les étudiants et étudiantes. Puis donc, est née de ça l'initiative de l'UTIL qui visait à promouvoir, développer et faire de la recherche sur la question du logement étudiant. Malheureusement, il n'y a pas de projets étudiants qui se sont concrétisés dans le quartier latin, mais c'est sûr que l'enjeu se déplace un petit peu pour l'instant vers l'est, donc le quartier voisin, le quartier des Faubourgs. Ce qu'on remarque avec le quartier, en fait, c'est qu'il y a vraiment une grande présence étudiante. Selon nos recherches de l'EFAR, une recherche qu'on a menée auprès des étudiants et étudiantes en 2017 auprès des étudiants universitaires, on estime qu'il y a 3400 étudiants locataires dans le quartier des Faubourgs. Il faut se rappeler aussi que le revenu médian des étudiants est à peu près de 10 à 15 000 $ par année. Donc, ça fait des étudiants et étudiantes une population qui est précaire. Il y a plus de 70 % des étudiants et étudiantes au Québec qui consacrent plus de 30 % de leurs revenus à leur logement, donc à leurs frais liés au loyer. En ce moment,
Ce qui se passe dans le quartier des Faubourgs, c'est que les grands terrains sont possédés évidemment par les grands promoteurs. Ce qu'on craint, c'est que ça va créer une pression à la hausse sur les prix dans le quartier, sur les coûts des loyers dans le quartier. Le secteur des Faubourgs, c'est le dernier bastion de l'abordabilité dans Ville-Marie. Donc, on craint là qu'il y ait une grande opportunité pour des grands promoteurs justement de développer, mais d'avoir une pression à la hausse sur les valeurs foncières puis qu'il y a une spéculation qui s'opère. Ce qu'on craint avec ça, c'est que les populations, notamment les populations étudiantes qui sont présentes en grand nombre dans le quartier, vont probablement se déplacer, probablement vers l'est, parce qu'on sait que c'est une population qui reste souvent dans les quartiers centraux, donc probablement vers Hochelaga, Maisonneuve, puis que ce qu'on a documenté, c'est qu'une grande proportion d'étudiants et étudiantes dans le marché locatif, sans offre de logement dédié abordable, ça crée une pression parce que c'est une population qui déménage souvent, qui connaît pas bien ses droits aussi en matière de logement. Donc, ça a un effet négatif, malheureusement, sur les parcs locatifs, puisque les propriétaires privés souvent profitent un peu de ça, de leur situation de précarité, puis leur déménagement fréquent. Donc, c'est ça, on a peur que ça ait une valeur, que ça ait un effet sur le marché, sur la spéculation dans le quartier des Faubourgs. Et puis, ça risque de rendre encore plus difficile l'achat de terrain dans le quartier, notamment pour des projets d'OBNL comme ce qu'on développe, comme ce qu'on a développé ici sur le plateau de Mont-Royal, tout près du quartier. Donc, pour nous, malheureusement, le gros problème, c'est qu'il y a bien sûr des bonnes intentions qu'on lit dans le PPU, mais c'est malheureusement une politique un peu attentiste qui fait en sorte que s'il n'y a pas d'action politique, d'achat de terrain, de sécurisation d'un terrain dans le quartier, il n'y aura malheureusement pas de projet de logement étudiant parce qu'il n'y en a pas en ce moment qui sont développés. Il n'y a pas de terrain acquis dans ce quartier-là pour être dédié à une population étudiante. Donc, la conclusion qu'on en tire, c'est que malheureusement, ça n'adviendra probablement pas, à moins, bien sûr, qu'on arrive éventuellement à que la ville puisse débloquer un terrain, puisse sécuriser un terrain. C'est dans les recommandations qu'on a faites dans le mémoire qu'on vient tout juste de déposer, c'est-à-dire qu'il faudrait vraiment réserver un espace locatif, puisque les avenues qui sont en ce moment privilégiées dans le PPU, c'est-à-dire la stratégie de créer des nouveaux logements et celle de la réglementation pour faciliter la rénovation, on pense que ça n'arrivera pas aux fins désirées, c'est-à-dire plus de logements abordables et, à plus forte raison, plus de logements abordables étudiants. Donc voilà, pour nous, c'est vraiment malheureusement un constat que bien qu'il y ait des intentions louables de développer, de faire une place au logement étudiant dans le quartier, bien qu'il y ait une reconnaissance que c'est un quartier stratégique pour la population étudiante, le PPU n'offre pas les moyens que ça se concrétise. Donc, les avenues qu'on privilégierait, ce serait d'abord de réserver un terrain sur les terres municipales. On a deux pistes, là, par exemple, l'île aux Voyageurs Sud, le quadrilatère de la Miséricorde, pardon. Dans un autre cas où ça ne pouvait pas fonctionner, pour nous, ce serait d'acheter carrément un terrain privé, ce qui est pratique, entre guillemets, avec notre modèle de développement à but non lucratif, c'est que le simple fait de réserver un terrain comme ça ou de faire le don d'un terrain à un organisme à but non lucratif pour développer du logement étudiant, ce serait l'équivalent d'une subvention parce qu'on est capable, nous, de développer avec notre modèle innovant de montage financier, on est capable de développer avec une très petite proportion de subventions municipales des projets d'envergure comme ce qui a vu le jour sur le plateau, donc 144 logements étudiants, donc sur la rue Papineau. Puis voilà, donc ce seraient les avenues qu'on envisage et puis c'est le constat qu'on fait à la lecture du PPU. Voilà. Merci beaucoup. C'est très complet et très intéressant. Je me demandais, puisque vous êtes vraiment au cœur là, de toute cette problématique, on en parle beaucoup qu'il y a beaucoup d'étudiants à Montréal, il y a besoin de logements étudiants. D'après vous,
qu'est-ce qui fait que ça ne se concrétise pas, comme vous venez de le dire, là, les intentions sont là, mais ça ne se concrétise pas? Qu'est-ce que vous voyez au quotidien? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça change? On pense que c'est vraiment l'acte, le geste politique, l'achat d'un terrain, sécuriser un terrain, c'est vraiment ça qui est un défi en ce moment, particulièrement dans un quartier qui est très dense, très densifié, comme les faubourgs. Donc, c'est un des plus gros défis en ce moment. L'achat du terrain. L'autre volet de ça, c'est que, je ne sais pas si vous êtes familier avec notre modèle financier, mais l'UTIL développe des logements en dehors d'Accès Logis parce que la population étudiante n'est pas ciblée par Accès Logis, ce qui fait en sorte qu'on doit redoubler de créativité pour faire des montages financiers pour développer du logement étudiant abordable. Donc, puisqu'on est un peu dans les cracks là, avec un modèle de développement de logement étudiant abordable, ça augmente les défis, puis ça fait en sorte que, justement, on n'a pas les leviers que procure Accès Logis, on développe en dehors de ça, puis à chaque fois, il faut faire du montage un peu sur mesure à chacun de nos projets. Puis, votre projet sur le plateau que vous avez réussi à monter, est-ce que c'est quelqu'un qui vous avait donné donc un terrain ou un immeuble? Je n'ai pas les détails de l'achat, mais ça ne fait pas longtemps que je suis avec l'UTIL, mais c'est certain que la Ville avait beaucoup contribué, par exemple, à ce moment-là, mais c'est vraiment à chaque fois, c'est dû au cas par cas. Oui. Puis, c'est quel type d'unité dans vos logements étudiants? C'est toutes comme des résidences étudiantes ou c'est des habitations? Ou... Ce sont des logements complets. Ce n'est pas exactement le modèle des logements des résidences étudiantes, c'est-à-dire qu'il y a des cuisines, salles de bain dans toutes les unités. Il y a des unités qui vont de studio à 4 chambres à coucher pour le modèle qu'on développe sur Papineau, qu'on a développé, c'est-à-dire sur Papineau. Voilà. D'accord, moi, ça fait le tour. Est-ce que, Louba, tu as une question? Oui, j'aimerais revenir sur le modèle de développement. Vous parlez de... dans le cadre du PPU, vous demandez que la Ville vous réserve un terrain. Oui, c'est une des avenues qu'on... Est-ce que c'est de facto une subvention? Est-ce que le terrain est donné ou vous, dans votre montage financier, vous pouvez acquérir le terrain et construire et garder? En tout cas, j'aimerais bien connaître, parce que c'est comme la magie, là, parce que c'est toujours le grand défi abordable avec tous les sans subvention. Peut-être que vous pourriez parler un peu de ça. Oui, exact. Mais en fait, nous, la façon qu'on pourrait développer un projet de logement étudiant dans le quartier, ce serait qu'un terrain soit donné en guise de subvention. Pour le projet sur Papineau, la Ville avait débloqué des sommes en argent, des subventions, bref. Mais dans le quartier des Faubourgs, le défi, c'est vraiment le terrain. Puis si la Ville sécuriser un terrain dans les terres municipales, dans les terrains municipaux actuels, ou faisait l'acquisition d'un terrain privé, d'un promoteur privé pour le réserver et en faire le don à l'UTIL, ce serait une forme de subvention qui pourrait nous permettre de développer. Et vous seriez en mesure d'entreprendre la construction et au bout de tout ça, les loyers seraient abordables pour les étudiants? Oui, habituellement, on est très créatifs. Là, on a plusieurs partenaires financiers dans l'économie sociale, donc autant des fonds de développement du logement étudiant, des partenaires privés aussi. Sur le plateau Mont-Royal, on a eu la Caisse d'économie solidaire qui est un de nos partenaires financiers. On travaille aussi avec les fonds de travailleurs. Puis, on travaille en ce moment, on développe beaucoup nos projets avec la stratégie nationale pour le logement fédéral, donc avec le fonds de co-investissement. C'est le levier qu'on utilise en ce moment le plus pour développer d'autres projets là, hors Montréal en ce moment. Ça nous permet de maximiser un investissement, par exemple, de la Ville. Donc, c'est co-investissement. Donc, le fédéral met la grosse part du gâteau, mais nous, on arrive à maximiser vraiment
une subvention ou un don en terrain pour arriver à faire justement un montage financier qui est plutôt créatif, qui sort un peu des sentiers battus, mais qui nous permet justement avec une petite somme des villes ou des partenaires locaux, il y a eu entre autres sur Papineau, on a eu une subvention de l'Association étudiante de Concordia, des étudiants et étudiantes de Concordia, donc avec des petits montants des locaux, là, des partenaires locaux, soit les villes, les associations étudiantes ou autres partenaires locaux, on arrive à vraiment débloquer beaucoup d'argent du fédéral, puis faire nos montages financiers comme ça, puis voilà. Merci, très créatif. Merci. Merci. Éric? Oui, bonsoir. Merci pour vos réponses. Là. Ça a répondu à quelques-unes de mes questions, notamment sur le financement. Donc, je vois que vous avez une approche qui semble solide, efficace. Et vous avez parlé là, de 2, peut-être 3 sites, là, mais 2 qui sont déjà identifiés comme des... Excusez-moi, un petit peu de travail à la maison, c'est ce qui arrive. L'îlot voyageur, quadrilatère de la Miséricorde. Donc, je voulais savoir, est-ce que vous avez développé, est-ce que vous avez déjà entamé des démarches avec des promoteurs ou la ville? Je voulais savoir si... puis ensuite, puis le troisième, là, je vais y aller tout de suite. Mon autre question, c'était, je pense que vous avez parlé de Papineau. Donc, il y aurait comme un 3e site que vous avez identifié aussi. Donc, voilà. C'est-à-dire que sur Papineau, c'est le projet qu'on a développé là, sur le plateau de Mont-Royal qui est en face du Parc La Fontaine. Donc, ça, c'est un projet qui est développé. On a accueilli nos premiers locataires en septembre. Mais les deux sites que je vous ai nommés, là, ils sont dans notre mémoire. C'est l'îlot voyageur sud, le quadrilatère de la Miséricorde. À ma connaissance, on n'a pas entamé de démarche à ce niveau-là, mais ce qu'on entrevoit, c'est que ça pourrait effectivement être 2 terrains qui sont des terrains de la ville, que s'il y avait une volonté politique de réserver des terrains pour en faire des projets étudiants, que nous, on pourrait développer en projet à but non lucratif pour justement réserver ça à la population étudiante. C'est les deux secteurs qu'on a identifiés, mais ça pourrait être ailleurs. Est-ce que vous avez des contacts avec la ville? Oui, on a des contacts avec la ville, mais je ne peux pas vous dire, je ne veux pas m'avancer. À ma connaissance, on n'a pas fait de démarche pour sécuriser ces 2 sites-là, mais c'est sûr que si la ville était proactive et allait de l'avant en demandant à une OBNL de développer du logement étudiant sur un de ces terrains-là, ce serait vraiment l'idéal. Puis, outre ces deux sites-là, l'autre modèle, donc semblable à celui de Papineau, est-ce que vous avez identifié d'autres sites sur le territoire des Faubourgs? Je ne comprends pas votre question, excusez-moi. Si vous aviez acheté un terrain, par exemple, est-ce que vous avez déjà identifié des secteurs sur le territoire des Faubourgs? Ou si vous visez spécifiquement ces deux sites-là? Ce serait ces 2-là qu'on visualise là, dans le secteur. Oui. Mais de rien. Merci beaucoup, ça fait le tour. Alors, c'était bien complet, bien intéressant. On vous remercie beaucoup de votre participation. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Merci. Alors, Reynaldo, je crois que ça fait le tour, hein? Oui, nous n'avons plus de participants pour aujourd'hui. Alors, ça termine la pause. Merci à tout le monde. Et donc, merci beaucoup. Merci à tous les gens de l'Office. Et on continue demain. Alors, demain, la séance reprend en après-midi. Donc, c'est 14h30, si je ne me trompe pas. Alors, on se revoit demain après-midi pour une autre séance pour le PPU des Faubourgs. Merci.